Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour ce deuxième webinaire sur la levée de fonds. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir deux entrepreneurs de Systématique qui ont récemment fait de belles levées. Et donc, nous profiterons de cette heure et demie ensemble pour parler de leur expérience de la levée de fonds et du contexte particulier auquel nous sommes confrontés tous sur cette démarche avec des problématiques éventuellement géopolitiques, environnementales qui changent un petit peu la donne auprès des investisseurs. C'est un volet qui fait la suite de notre webinaire d'hier sur le panorama des fonds Deep Tech. Nous retrouvons Fadwa Sub qui va animer cette table ronde, présidente de Sovereignty et vice-présidente de Systématique. Et puis Hugo Falgaron, président de Skyreel, et Philippe Noton, président et CEO de Cyper. Fadwa, je te laisse la parole. Merci Isa, bonjour à tous et re-coucou Philippe et Hugo. Donc effectivement, on a eu une table ronde hier pour se poser la question pourquoi il n'y a pas assez d'instruments dédiés au financement des PME et des startups Deep Tech. Et on va en revenir, on va en reparler là sur des cas concrets. Hugo et Philippe représentent en fait ce qui se passe beaucoup dans la Deep Tech, dans les sujets qui sont long terme avec de la R&D pointue, qui sont des enabling tech pour les sujets très importants d'industrie qui sont très à la mode en ce moment. Et Hugo et Philippe ont justement eu des levées de fonds assez, notamment Philippe, assez singulières. Donc, ce qu'on va vous proposer, c'est d'abord qu'on parle à l'un et à l'autre pour qu'ils nous racontent un peu tout le process de levée de fonds, l'expérience, les lessons learned. Puis après, ce qu'on a préparé ensemble, c'est surtout de se dire quelle aurait été leur wish list et comment ils auraient aimé que ça se passe dans un contexte idéal. Donc, on commence par Philippe. C'est juste un petit point technique avant de commencer sur la plateforme Livestorm. Vous avez la possibilité donc d'échanger dans le chat et de poser des questions aux intervenants dans l'onglet questions qui est en bas de votre écran. Donc, dans la deuxième partie de cet échange, on intégrera vos questions pour faire quelque chose de vivant de cette heure et demie ensemble. Merci. On a envie que ce soit vivant et surtout que vous remontiez non seulement vos questions, mais aussi toutes les propositions que vous avez en tête sur ce sujet-là, parce que ce qu'on a envie de faire des deux webinaires d'hier et d'aujourd'hui qui sont enregistrés, c'est de faire un peu un extract des idées, des propositions qui semblent les plus pertinentes et d'impliquer par la suite tout le collège investisseur, toutes les PME qu'on auditionne et qu'on bouge dans ce sens-là via Systématique pour remonter les idées qui nous semblent un peu fortes. Donc Philippe, ce que tu as fait est absolument pas classique. D'abord, tu viens de l'industrie, donc tu es un homme de l'industrie. Il faudrait que tu représentes ce que tu as fait. Et c'est très important, je pense, dans la deep tech et le monde industriel et les sujets importants, structurants en ce moment pour la France et pour l'Europe. Ce ne sont pas souvent que des startups classiques de venture, parce que d'abord, c'est souvent du B2B, avec beaucoup de R&D hybride, de sujets complexes qui demandent beaucoup de temps. Et il faut des entrepreneurs qui savent ce que c'est que le monde industriel, le monde corporate, la gestion des hommes. Et Philippe, ce qu'on a trouvé très intéressant, c'est que toi, d'abord, tu as spin-offé ton activité. Tu nous raconteras ça, mais tu ne t'es pas dit, j'ai un brevet, je lance une boîte, je fais le business angel, le fonds, la série A, la série B, etc. Et surtout que tu as levé de façon spectaculaire 20 millions, mais ce n'est pas une levée de fonds classique en equity. C'est que tu as fait tout de façon, tu as mobilisé beaucoup d'argent européen. Donc, ça serait super que tu puisses raconter ça assez rapidement
pour qu'après, on se dise qu'est-ce que tu as trouvé facile, difficile, qu'est-ce qui peut être duplicable pour les autres, et surtout, comment on peut faire pour t'aider à passer aux étapes ultérieures. À toi, Philippe. Merci. Juste me permettre de te corriger, ce n'était pas 20 millions, c'est 90. Parce que 20 millions, c'était trop facile, en fait. Il a fallu qu'on fasse plus gros. Non, mais on va y revenir. En fait, non, effectivement, avant la levée, avant la levée d'equity, on a effectivement touché plus de 20 millions de grants et de CIR. Ça, je vais y revenir. Juste pour mon parcours, je suis ingénieur Supélec sorti en 94. J'ai fait l'ESSEC en IMBA en 2008. Ça fait depuis cette époque-là que je suis dans le semi-conducteur. Je suis passé dans une dizaine de sociétés différentes, que ce soit en France, en Angleterre, aux États-Unis, en Asie, dont des sociétés plus ou moins grosses. Il y a eu de la start-up, il y a eu M-Star Mediatek à Taïwan, on s'est revendu pour 4 milliards. Il y a eu ST que tout le monde connaît, qui était quand même 10 000 emplois en France, et j'avais une division de 2400 personnes. Donc j'ai décidé de quitter un peu tout ce mode-là industriel, préformaté pour partir sur une aventure différente. Et ce qui veut dire qu'au moment où j'ai commencé à travailler sur Cypearl et vendre le projet Cypearl et on va dire le projet qui était même pas encore né, c'est-à-dire qu'on appelait Newco à l'époque que Cypearl était, avant que Cypearl soit créé. Ce que je vendais entre guillemets et sans prétention, c'était un peu mon nom, mon CV, globalement ce que j'avais pu faire avant, des succès que j'ai pu avoir en termes d'industriel, création de produits, vente, etc. et d'équipes, de taille d'équipe qui avaient été managées. Donc, comme tu disais, c'est pas un parcours classique French Tech, junior sorti de l'école, qui a des idées brillantes à la sortie de l'école, qui a aucune autre expérience avant. C'est que il y a eu pas mal j'ai eu pas mal d'arrêts, d'arrêts, c'est pas le bon terme, mais d'étapes avant de monter celle-ci. Et dans l'industrie dans laquelle on travaille, qui est le semi-conducteur, qui est une industrie de vétérans, oui. Le passé. Alors, track records, oui et non, mais surtout d'avoir fait beaucoup de choses, d'avoir vu beaucoup de choses, en plus dans un modèle international, pour ce qu'on a à faire, et une partie des challenges qu'on avait à passer, cet aspect-là était fondamental. Tu pourrais, Philippe, s'il te plaît, rappeler rapidement ce que fait Cypearl, parce que c'est intéressant aussi de voir exactement qu'on ne mette pas les deep tech à toutes les sauces, pour comprendre aussi qu'il fallait un background, ça ne pouvait pas être juste allons-y, on a une idée de super techno pour les semis. Alors, le projet Cypearl, avant de revenir sur la genèse et comment il est arrivé, parce que ça a démarré à Bruxelles, on est ce qu'on appelle une société de semi-conducteurs fabless, c'est-à-dire on développe un composant électronique, comme énormément de sociétés, alors malheureusement plutôt aux États-Unis et en Asie qu'en France, avec la particularité que le chip qu'on développe est un microprocesseur à très très haute performance, qui fait partie des 2 projets en semi-conducteurs les plus importants en Europe, pour 2 raisons. Un, on travaille sur des technologies très très avancées qui sont très peu utilisées classiquement en Californie par les très grosses sociétés type Nvidia, Apple, etc. ou en Asie, et avec une autre société qui a une taille, pas une taille équivalente, mais qui a un business model un peu équivalent en Angleterre. La Graphcore, on fait partie des plus avancés. Donc ça, c'est un des points. Le point derrière, et pourquoi c'est pas très courant, c'est parce que pour développer notre premier programme, c'est-à-dire notre première puce, notre premier microprocesseur qui, une fois sorti, aura cette taille-là, on aura mobilisé plus de 150 millions d'euros. Et c'est ça le lien avec la deep tech, c'est-à-dire on va consommer énormément de cash. On a été créé en 2019. Le premier produit va arriver sur le marché l'année prochaine. Ça va être globalement de 2019 à 2024 pour commencer à faire de l'argent sur la vente du produit. En attendant, il faut financer l'activité, sachant que là, depuis lundi, on est 140. On va terminer l'année à 200 et on va probablement arriver à 250 l'année prochaine avant que le produit soit effectivement sur le marché. Donc, tout cet effort de guerre, il faut le financer, en plus de problématiques de licence, d'accès aux fonderies, etc. Ce qui explique globalement le budget colossal de cette opération. Ce qui ne s'est pas fait, je pense qu'on va y revenir de façon classique, au sens, on va dire French Tech, je démarre avec Love Money, Business Angel, une série A, une série B, une série C. La série A qu'on a annoncée en début avril, c'était 90 millions d'euros pour notre premier tour, notre première dilution. Mais on était déjà 120 au moment de la série A. Ce que je trouverais intéressant à échanger avec les gens qui nous écoutent et puis à garder pour nous, c'est qu'effectivement, faiblesse, comme on le disait l'autre jour, c'est devenu presque un gros mot, mais il faut bien préciser que dans le semi-conducteur, ça ne l'est pas, parce que tu ne vas pas monter une fonderie. C'est important, parce que là, on revient sur
de l'industrialisation partout, mais toi, c'est une couche très importante pour ce qui se passe dans le monde du semi-conducteur, qui est quand même un monde vital pour l'Europe. Moi, j'aimerais bien que tu partages avec les gens parce qu'on entend de tout. On en a discuté l'autre jour en se disant est-ce que les Taïwanais déménagent quoi et comment aux États-Unis? Et puis toutes les annonces qu'il y a eu sur Kroll et les grandes annonces européennes en Allemagne, est-ce qu'elles sont déjà suffisantes et sur quel niveau de nano, parce que la bataille se passe là-dessus, pour qu'on comprenne que c'est très important. C'est très important. C'est pas uniquement du people qui code. On a mis du temps à expliquer aux gens que dans le quantique, c'est surtout trouver de la ressource de data scientists de bon niveau et donc ça coûte de l'argent et qu'il faut avoir du temps pour même les former. J'aimerais bien que tu partages avec les gens parce que c'est important qu'on comprenne dans la chaîne de valeur globale de ces sujets importants pourquoi Cyper est très important. Ça, j'aimerais bien que tu le redises. Et après, je pense que la façon dont tu as financé, qui est très, très smart et singulière, vient justement du fait que tu as pensé cette NewCo comme presque une business unit de ST. Et donc, les financements qui sont venus pour financer ce qui était déjà prêt dans cette NewCo. Et donc, ça, je trouve que c'est très intéressant dans le côté financement massif, parce que c'est comme ça, c'est ce dont on parlait hier, c'est comme ça, je pense, qu'on doit financer les sociétés sur les sujets aussi capital intensifs et importants. Donc, s'il te plaît, dis-nous pourquoi c'est important et est-ce que vraiment la taille de ce que tu fais avec la taille de ce qui se passe à Kroll, pour comprendre par rapport aux annonces qu'on lit via Bercy ou les Échos, ta vision à toi de insider. Alors, je vais démarrer par l'aspect fabless, puis chaîne de production. Alors, fabless, effectivement, pour ceux qui ont connu l'époque Alcatel, le mot fabless, c'est un mot qui est devenu un petit peu tabou quand Alcatel a décidé, c'était le président de Churuk à l'époque, de passer toute sa production en Asie et que Alcatel devienne fabless. Alors, depuis, avec France Relance, etc., on veut réindustrialiser la France, mettre beaucoup d'usines, ce qui est très bien. Il faut le faire, typiquement des usines de batteries, des usines de production de protéines de façon insecte, etc. C'est parfait. Maintenant, le terme fabless a été vu un peu comme un échec, c'est-à-dire quelque chose qui a été lancé il y a 20 ou 25 ans, on met plus d'usines, c'est mondialisé, tout passe en Asie. Voilà. La problématique, c'est que dans le monde semi-conducteur, le terme fabless reste. Et vous avez deux types de sociétés dans le SMI. Il y a celles qui sont fabless, c'est-à-dire qui n'ont aucune usine, qui font que du design, et après qui ont des labos avec des cartes électroniques pour quand même faire le test et des chips et les supporter. Et moteurs graphiques et autres. Alors en fabless, on peut citer AMD, on peut citer Nvidia qui a quand même depuis quelques semaines une market cap de 10 milliards. C'est pas anodin. Mais il y a également des fabless cachées. Par exemple, Apple développe ses propres composants électroniques pour mettre dans les téléphones. Mais sur la partie composants électroniques, ils sont fabless parce qu'ils les produisent à Taïwan comme nous. Et vous avez en termes de market cap donc des valeurs colossales qui ont bâti tout leur empire sur le concept d'être fabless. Pourquoi? Parce qu'avoir une usine, dans notre cas, le premier chip est en 6 nanomètres, une usine c'est 30 milliards. Donc porter ça par une société, c'est juste, la question ne se pose même pas. C'est forcément mutualisé. Et même si vous prenez notre business plan plein pot, hyper optimiste, tout va bien, on ne va même pas représenter 1% de la capacité d'une usine. Donc, on ne pourrait même pas y contribuer, ce n'est pas la peine, c'est un no-brainer, comme on dit là, c'est hors de propos. Donc ça, c'est pour les fabless. Et à côté, vous avez des sociétés intégrées qui ont des propres usines. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y en a de moins en moins par les investissements aux usines sont de plus en plus énormes. Alors, vous avez ST qui a comme des technologies fabuleuses sur pas mal de choses, qui conçoit et développe et produit ses propres solutions. Par exemple, tout ce qui est capteur d'image que vous allez avoir sur la caméra avant, caméra arrière de votre téléphone, y compris iPhone, c'est fait par eux. Et là, c'est toute la force du modèle. Je conçois mes produits, je les produis chez moi, donc je maîtrise mes marges. Et en plus, je peux avoir une avance technologique par rapport à mes concurrents parce que je maîtrise la techno. Donc là, on parlait de capteur d'image, mais ce qui marche également très bien en Europe, c'est tout ce qui est composant de puissance, c'est-à-dire l'inverteur qui va permettre de charger et de décharger votre voiture électrique. L'avantage de ce type de process, c'est que ce sont des usines globalement moins chères et vous n'avez pas besoin de dizaines ou de cinquantaines de milliards pour faire des usines de cette classe-là. Et c'est toute la force du CHIPS Act et par exemple de ce qu'a annoncé ST avec Global Foundry, avec une rallonge, je crois, de 3 milliards de l'État français et 5,7 milliards au total. Ils peuvent étendre leur capacité de fab.
et avoir développé des nouveaux process ou la possibilité de produire en Europe sur des nouveaux process. Malheureusement pour nous, ainsi que tout l'écosystème de compute et enfin de sociétés qui font des composants de calcul, c'est que les process développés en Europe, donc avec des coûts plus raisonnables, on n'en a pas besoin, parce qu'on a besoin de process qui aujourd'hui, si on parle par exemple du 6 nanomètres, si vous voulez accéder à des usines, c'est TSMC à Taïwan. On parle énormément de Taïwan en ce moment, problématique avec la Chine, etc. C'est parce qu'ils ont des usines énormes. C'est Samsung en Corée du Sud. C'est Intel en usine interne, mais qui sont en train de les ouvrir à l'extérieur et qui va, aux dernières annonces, avoir une usine en Allemagne à Magdebourg. Maintenant, l'accès à ces usines est typiquement TSMC qui gère 95% des startups fabless. Si vous payez, si vous respectez tous les protocoles techniques, etc., vous y avez accès. Mais il faut payer. Ça. Et sur le type de techno qu'on utilise, ce qu'on appelle le tape-out, c'est-à-dire quand on envoie le design en fonderie, vous avez des millions d'euros, enfin des millions de dollars, c'est plutôt une industrie en dollars, à dépenser. Donc le ticket d'entrée est très, très élevé. Mais... Alors, il est de combien? C'est ça pour toi, on oublie et après tu nous redis comment tu as fait l'ingénierie très, très atypique des 90 millions. Le ticket d'entrée, et là, normalement, tu ne devrais pas perdre de temps à chercher cet argent pour juste jouer, attendre qu'Intel fasse quelque chose en Allemagne ou pas, et de combien? Si vous voulez développer, alors je ne parle pas du coût de la R&D, du coût de design, c'est-à-dire du coût de mes ingénieurs qui vont développer le produit. Si vous voulez aujourd'hui envoyer un composant du niveau de complexité qu'on a en usine, simplement le design vide, c'est-à-dire accéder à l'usine, s'assurer qu'il y ait des échantillons qui reviennent, on est sur un effort qui est de l'ordre de 20 millions de dollars. Et ça n'intègre pas mes frais de design, c'est simplement... globalement, c'est le coût d'imprimeur. C'est-à-dire, vous voulez imprimer vos cartes de visite, vous allez sur Online Printer, vous leur passez 40 €, vous avez vos 200 cartes de visite qui reviennent. C'est-à-dire, si on était raisonnable, c'est un ticket de 200 millions de dollars qu'il faut mettre sur la table pour faire un cyber sans que tu aies besoin de remplir du dossier, de relever de l'argent, etc. Alors, c'est ça. Sur la première, on va dire sur la première plateforme, on est largement au-dessus de 100 millions de dollars à dépenser. Ça inclut les ingénieurs, ça inclut les outils de CAO, ça inclut l'accès à l'usine, etc. Et c'est 100 millions de dollars à dépenser sans avoir le produit. Contrairement à une boîte de logiciels, je reviens sur le modèle French Tech, vous mettez à 3 juniors sortis de l'école plutôt doués, vous allez très vite faire un prototype, une application Android, une plateforme SaaS, vous allez voir des investisseurs, vous leur montrez le concept, ils vont dire c'est très bien, on vous finance, et vous gérez la montée en régime. Dans le semi-conducteur, c'est différent, parce qu'ils ne vont pas voir grand-chose au début, à part le CV des gars. Donc, on vient sur les track records. Plus après, il y a les études de marché, le go-to-market, comment on va s'approcher. Dans notre cas, c'est un peu particulier, c'est pour ça qu'on a réussi à décoller. Mais c'est toute la problématique de la deep tech. J'ai une super molécule. Oui, elle va peut-être marcher, mais il faut financer la phase 1, la phase 2, la phase 3 avant que mon médicament soit qualifié. Si ça se passe bien, c'est jackpot. Si ça se passe mal, c'est retour au départ. Et pour l'exemple que tu donnais, donc effectivement, entre autres dans le contexte de l'European Chips Act, 50 milliards qui sont mis en Europe pour développer le semi-conducteur, c'est à 95%, c'est orienté production. C'est-à-dire des outils de production ou des usines. Pour les Européens comme ST, c'est très bien. Alors, pour des Américains comme Intel qui vont sûrement s'y installer, pourquoi pas? Parce qu'à terme, plutôt que d'utiliser TSMC à Taïwan, on sera peut-être content d'utiliser Intel en Europe. Il faudrait. Il faut que ça stabilise. Mais là, on parle de 50 milliards qui sont mis sur tous les pays européens pour, je ne sais pas, une dizaine d'années, ce qui est globalement le budget qu'investit TSMC tous les ans pour ses usines. Donc, tous les ans. Voilà, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, mais dis-nous déjà, comme ça, on rediscute avec Hugo et on revient à qu'est-ce qui aurait dû être fait pour que tu aies 200 millions rapidement. Mais dis-nous juste comment tu as crapahuté pour ramasser les 90 millions en commençant par la fin et par l'argent plutôt européen public. Alors, en commençant par la fin, qu'est-ce qu'on a sur ces 90 millions d'euros? Ça, c'est ce qu'on a publié sur, je dirais, début avril. On a un prêt convertible de la Banque européenne qui est de 25 millions d'euros. C'est l'EIB, voilà, tout à fait. Encore un process, on pourra peut-être revenir assez long, mais globalement, ça a marché. On a gagné l'European Innovation Council, l'EIC, on l'a gagné, on fait partie de la promo de décembre 2021. Donc, c'est une ligne d'equity, on a eu plein pot, on a eu 15 millions d'equity et 2,5 millions de grant. Donc ça, c'était signé en décembre 2021 et c'était sur notre tour de table d'avril 2023.
donc 18 mois après. C'était pas une levée de fonds classique, c'est globalement c'est un concours, c'est dossier, oraux, etc. Mais on l'a gagné, on pourra y revenir parce que c'est un super outil et surtout un taille de ticket qui est au niveau européen. C'est quand même 15 millions. C'est pas, enfin, quand on a le plein pot, c'est 15 millions. On a également à bord, et ça c'est l'étiquette française, un fonds qui dépend de France 2030 qui s'appelle French Tech Souveraineté. Oui. Sur tout ce qui est investissement stratégique. Alors, je ne peux pas te donner le détail après sur la partition, combien il y a, mais c'est globalement, ça manifeste l'intérêt de l'État et le côté stratégique ou souverain de ce qu'on fait. Et on a eu 2 investisseurs corporate, un qui est évident, sans jeu de mots, mais enfin, c'est le nouveau nom d'Atos, donc Atos Bull qui s'appelle maintenant Evident ou Eviden, pour un montant significatif, et un très gros corporate qui est ARM, qui développe des cœurs de calcul qu'on trouve dans les smartphones, etc., qui est une société anglaise qui appartient essentiellement à SoftBank, donc des Japonais, et qui est en train de préparer son IPO sur le Nasdaq et qui va probablement taper dans les 80 milliards de valo. Ce qu'on peut déjà voir sur ces 5 composantes, c'est qu'on a un mélange de fonds publics, EIB, EIC et French Tech Souveraineté, FTS, et de corporate, Atos, Evident, et ARM. Les investisseurs financiers, ils sont pour l'instant invisibles, alors on y travaille toujours, mais on n'a pas réussi à lever des fonds sur la base d'investisseurs financiers. Alors, je ne sais pas si tu en parles maintenant ou si on y revient après. On va y revenir, mais en tout cas, comme ça, on parle avec Hugo et on va y revenir. On suspend les sujets qu'on doit aborder. Hugo, donc ne sois pas du tout gêné par le fait que tu aies levé que 2,8 millions. C'est beaucoup d'argent aussi. Oui, oui. Donc, ça serait super que tu puisses dire rapidement aux personnes qui nous regardent déjà ce que fait Skyrim. Tout à fait. Donc, je pense qu'il y a plein de points communs avec Philippe, même si effectivement, ce n'est pas du tout la même échelle. Mais effectivement, moi, je suis également un ingénieur de formation. J'ai passé 17 ans chez Airbus à développer l'innovation, la technologie. Et effectivement, j'ai été confronté au fait que les grands groupes avaient du mal à développer des technologies, des nouvelles activités qui étaient en dehors du core business et de voir comment on pouvait faire ça. Et donc, bien sûr, j'ai pu tester l'apport de ces nouvelles technologies sur les opérations. Et donc, j'ai proposé à Airbus de faire un essaimage, qui était un faux essaimage, qui était juste un take-off de la technologie pour faire une entreprise, sachant qu'il n'y avait pas du tout d'accompagnement d'Airbus dans la création de cette entreprise. Donc, j'ai fait ça un peu tout seul. Mais donc, on a tout de suite démarré par du revenu. Donc, ça fait 5 ans. Mais donc, c'est du logiciel. Donc, que fait Skyrim? Donc, on est dans le logiciel autour de la 3D immersive. Et ce qu'on fait, c'est qu'on s'appuie sur la technologie de jeux vidéo pour développer des usages autour de la 3D dans l'entreprise en général, dans les industriels qui développent des produits complexes de grande taille, typiquement dans l'aéro, le transport, l'énergie, tous ces grands projets qui nécessitent une perception commune de ce qu'on va réaliser. Donc, ça a plein d'usages, aussi bien dans la conception, l'industrialisation, le support, les embauches, la formation, tout ça. Et donc, effectivement, on a une big tech aussi, puisque c'est des technologies 3D qui sont assez intenses en termes de besoins, de ressources, parce que c'est très gourmand en techno, en GPU. Et donc, nos clients, ils demandent à mettre dans nos outils des quantités énormes, puisqu'en gros, on est un peu sur cette thématique qui s'appelle maintenant métaverse, mais ce que veulent les gens, c'est faire voir le réseau ferré en entier d'une ville, d'un pays, voir des choses à peu près sans fin. Et donc, le gros de nos travaux, c'est d'arriver à s'assurer qu'on puisse charger à peu près tout ce qu'on veut dans ces outils-là et de s'en servir comme dans un jeu vidéo, c'est-à-dire de manière fluide, performante et tout ça. Et donc, effectivement, on a déjà des clients industriels et donc notre projet de faire une croissance rapidement, on s'est dit on va chercher à lever de l'argent. Et donc, je pense que ça m'a pris à peu près 1 an à faire cette première levée, sachant qu'il y avait déjà des revenus. Et donc, je pense que les cycles sont beaucoup plus courts là, que pour les microprocesseurs. Et donc, nous, c'est du logiciel, donc ça va quand même assez vite. Donc, on arrivait déjà à faire des applicatifs et à les vendre. Mais donc, on voulait quand même malgré tout avoir une capacité d'accélération plus forte. Et il m'a fallu 1 année à rencontrer effectivement des investisseurs beaucoup plus je dirais, financiers et de voir qu'ils comprenaient l'intérêt, mais ils n'étaient pas forcément attirés par un business qui allait avoir une traction assez lente parce qu'ils disaient que mes clients n'étaient pas très forcément sexy ou n'étaient pas intéressés par le sujet de la réindustrialisation.
Et donc, finalement, ça s'est bouclé par finalement un corporate. Justement, ça rejoint un peu l'histoire précédente, où finalement, donc, Soprasteria, hein, qui est une entreprise dans la digitalisation des entreprises, qui a tout de suite vu un aspect très, très justement attractif et innovant pour aider les entreprises dans ce virage digital. Et du coup, c'est eux qui ont souhaité, je dirais, prendre le tour en exclusivité en disant, bon, ben, on va pouvoir accélérer là-dessus. Et ça a été finalement assez positif pour cette levée. Et en plus, ça nous a permis d'avoir un partenaire de développement très important, puisque Sopra a bien sûr une force de frappe en termes de ressources, de réseau commercial très important autour des industriels qu'on cherche à adresser, quoi. Donc, finalement… On a eu Hugo, et c'est important de l'échanger avec les autres, et ça rejoint un peu, c'est un cas concret de ce dont on a parlé hier. D'abord, ce que tu nous as dit, c'est que tu as fait quand même un roadshow comme les startups classiques et que c'était une perte de temps, je pense. Enfin, oui, non, mais avec le retour, ça paraît évident, mais c'est vrai qu'à l'époque, je ne savais pas. Et à chaque fois, les gens… Déjà, comme tu disais, le corporate qui est rentré n'était même pas dans ta première liste. Non, exactement. Donc, c'est quand même un sujet parce que tu as perdu du temps, donc de l'argent. Et après, on a échangé avec Isabelle qui connaît extrêmement bien le corporate venture et on pense que même ça a changé aujourd'hui parce qu'avant, on se disait corporate, il doit être minoritaire, pas seul parce qu'il va vouloir acheter, etc. Là où toi, tu nous dis d'abord, why not? Ça dépend dans quelles conditions et surtout que c'est absolument pas ce que tu as négocié dans un pacte. C'était un sujet de véritable open innovation pour eux parce que c'est des sujets connexes. Ils ont envie de savoir ce qui se passe. Ils peuvent aussi aider, surtout leur fonctionnement d'industriel. Toi qui étais chez Airbus, c'est totalement raccord avec ce fonctionnement-là versus ça serait bien de l'échanger. Je pense que ce qui nous a surpris, c'est qu'au départ, on pensait les prendre comme un élément de garantie pour les institutions bancaires. On s'est dit, bon, bah, le fait qu'il y ait un corporate, ça va donner un crédit et après, ça va chercher d'autres. Donc, c'est pour ça que, mais enfin, je veux dire, la banque d'affaires qui nous accompagnait, il y a pensé un peu tard. Bon. Et donc, dès qu'on a eu Sopra, on s'est dit, bah, c'est super, ils sont motivés. Ils ont bien sûr évalué la techno. On a passé beaucoup de discussions techniques avec eux. Et dès qu'ils étaient motivés, en fait, on pensait qu'on allait en chercher d'autres pour accompagner le tour. Et là-dessus, Sopra nous a dit, eux, en fait, ils voulaient prendre tout le tour. Ils ont dit, bah, nous, on prend tout. On ne veut pas d'autres personnes. Donc, pour répondre à ta question, Fadoua, c'est Sopra, la volonté de Sopra, c'était d'être tout seul dans le tour. Et toi, ça vous dérange pas parce que le pacte qui a été négocié ne vous dérange pas? Non, ça ne dérangeait pas. On s'est dit c'est plus simple en termes de tour de table, en termes de négo et tout ça. On n'a qu'une personne autour de la table de nouvelles, donc c'était pas très compliqué. Non, c'était plutôt arrangeant. Après, en revanche, la question, c'est que Philippe a encore besoin. La question qui s'est posée par la suite, effectivement, l'exigence qu'ils avaient, c'était d'avoir un contrôle, une capacité de pouvoir mettre un veto sur les prochains investisseurs, notamment qui seraient des concurrents. Mais ça, tu l'as accepté. Mais en revanche, l'autre sujet qui te prend au nez, c'est que pour le prochain tour, il se peut que certains VC financiers, si tu atteins les milestones en chiffre d'affaires et on dit, voilà, tu es dans le gros, eux pourraient se dire, ah ben, si je rentre, il faudrait que le corporate ne remonte pas autant. Enfin, il y aurait des histoires de gouvernance, forcément. Mais donc ça, tu as déjà réfléchi par rapport à comment se déroule ton business plan pour la suite? Parce que là, par exemple, tu voudrais relever quand? Parce que j'imagine que tu atteins un break avec ces 2 millions. Oui. Alors, ce qui est important, c'est effectivement, je réfléchis déjà, bien sûr, au next stage. Je pense que la question clé qui va se poser, et pour laquelle je n'ai pas tout à fait réponse, c'est ça va être quoi l'apport dans mon business que va porter Sopra? C'est-à-dire que Sopra, maintenant, est aussi un partenaire qui m'apporte du business. Et donc, forcément, ils ont un poids. Et je pense que leur poids dans le contrôle de la stratégie va être aussi relatif au pourcentage qu'ils représentent sur mon chiffre d'affaires. Donc, je pense que, de fait, je pourrais très bien me dire, moi, je me concentre sur la techno et Sopra, c'est mon bras commercial, par exemple. Mais si je fais ça, c'est que vraiment, je leur donnerais un pouvoir ultra important sur la stratégie que je pourrais développer. Et donc, je suis obligé de, bien sûr, développer une stratégie autonome dans mon développement. Et même si eux, ils m'apportent, bien sûr, des apporteurs enfin, il y a un développement dans ce partenariat qui est important. Mais du coup, je pense que la question, ce qui concerne qui va être le prochain investisseur et comment ça va se passer, c'est quand on va mettre le bilan sur la table, c'est de s'apercevoir, OK, combien pèse Sopra?
Donc, bien sûr dans le capital et dans le chiffre d'affaires, et tout ça, ça va forcément, ça va jouer très fort, quoi. Je veux dire, on va voir où on en est, quoi. Mais dans ton plan, toi, tu as quand même une option où tu n'as pas forcément besoin de lever pour te donner la possibilité de construire ce rapport de force, ou de toute façon, tu n'arrives pas à l'équilibre avec ces 2,8 millions. Ah si, non, mais moi, je suis déjà à l'équilibre, en fait. Mais maintenant, Donc, même si tu recreuses en investissement, non, mais là, tu l'année dernière, avant l'investissement, j'étais déjà à l'équilibre. Maintenant, là, forcément, j'investis. Donc là, j'ai recreusé un peu un trou et je vais ressortir, a priori, rapidement. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Mais à chaque fois qu'on va lever, c'est pour accélérer, c'est pour aller plus vite, taper aller plus vite dans la croissance. Donc, je pense que nous, ce qu'on vise, c'est plutôt 2024-2025 pour le prochain tour. Mais dans le sens où il n'y a pas un besoin nécessairement on n'a pas une limite fonctionnelle, quoi. C'est plutôt dans la capacité d'accélérer et d'embaucher. Est-ce que tu pourrais résumer un peu les raisons pour lesquelles le grand nombre de VC classiques ne sont pas allés plus loin ou vous ont dit non? Nous, on s'en doute, mais c'est intéressant à partager avec les autres. Alors, d'abord, les points positifs, ce qui bien sûr marche beaucoup, c'est que on est dans le logiciel. Dans le logiciel, quand bien sûr on parle d'ARR, en fait, les multiples sur les ARR sont quand même très intéressants et nous, on le voit. On est sur des industriels. Une fois qu'ils ont commencé à payer leur abonnement, il y a une récurrence qui fait que c'est quand même très profitable, bien sûr en tant que chef d'entreprise, mais aussi pour les investisseurs, puisqu'il y a une stabilité, il y a une pérennité du chiffre qui est intéressante. Donc ça, c'est l'aspect positif. L'aspect négatif, c'est que en fait, dans notre pipe, c'est-à-dire dans les prospects avec qui on discute, je sais pas, on en a des centaines, et en fait, c'est très long. Et donc, nos clients, les gros industriels, ils mettent énormément de temps à se décider pour notamment se lancer dans une nouvelle technologie, parce que c'est des transformations internes, digitales et tout ça. Et donc, le gros reproche qu'on nous faisait, c'est qu'en fait, on ne maîtrisait pas notre cycle de vente et la capacité de se dire quand est-ce que ce pipe va, je dirais, on n'était pas maître du déroulé du pipe. Okay, et ça, c'était le reproche qu'on nous faisait. Ça, c'est un point commun avec Philippe et avec notre table ronde d'hier et toutes les discussions des pratiquement 70% des membres de Systématique, c'est qu'on ne peut pas calquer sur des boîtes qui discutent avec un Airbus dont on ne peut pas changer les process et de leur demander d'avoir le cycle de vente de Doctolib ou de Sorar ou de Talencer. C'est très… ça revient à la discussion qu'on avait avec Philippe, c'est-à-dire toi, dans l'idéal, tu aurais aimé rencontrer peut-être plus d'industriels ou de family office plutôt que de voir tout azimut les fonds de la place qui voient, OK, c'est une boîte, on voit 3D immersif ARR, j'ai comme client Airbus, super, je vois le deal. Ah, mais c'est pas la start-up toute jeune, c'est long, etc. Donc non, on se voit plus tard, c'est pas encore installé. Tu le ferais comment aujourd'hui, compte tenu de cette expérience, pour le partager avec… Oui, non, mais je crois que tu viens de le dire, c'est aller se focaliser sur les corporates, et je crois que ça rejoint aussi ce qu'a dit Philippe très, très, très clairement. Et puis, comme tu dis, je pense qu'on a autour de la table, avant d'avoir fait cette levée, on avait déjà des BA qui étaient juste très, très branchés sur la partie industrialisation, de se dire que investir dans des sujets qui vont aider la digitalisation des industries, tout ça, sont des choses qui les portent, et c'est des gens qui sont portés sur des visions, qui croient des thématiques, et ils sont capables d'investir dans une fonction très simple. Et donc, on a autour de la table aussi des particuliers, des BA, qui ont compris l'intérêt et qui disent, OK, peut-être que ça va prendre un peu de temps, mais ça va payer, quoi. Et d'associer… Pardon. En fait, j'avais un point, pardon, Fadoua, sur ça. Tu nous expliquais que les business angels que tu avais au capital ont décidé de réinvestir et de suivre, ce qui permet quand même d'avoir un équilibre dans la valorisation et dans le futur, l'évolution future de la société, parce que ils ont été prêts à s'aligner avec Sopra. En tout cas, il y a eu un accord commun. La théorie sur le corporate venture, vous aurez voulu que tu aies plus de corporate ou un autre investisseur institutionnel pour pouvoir t'aligner sur le marché et pas avoir ce côté un peu phagocytant de Sopra. Est-ce que justement, Philippe, en tout cas moi, la question que j'avais, elle est plus sur Philippe. Est-ce que le fait d'avoir eu ARM, tu as d'abord eu Eviden,
puis ARM, ou ARM, puis Évident, mais ils sont à des endroits différents de la chaîne de valeur qui permet quand même de trouver un alignement d'intérêt sur Cypearl. Et en fait, je voulais juste qu'on puisse passer en fait de la pratique à la théorie. Est-ce que c'est une question que vous vous êtes posé l'un et l'autre sur la valorisation en fait? Alors, pour répondre à ta question, ARM et Évident, pour être transparent, sont arrivés chez nous dans les 4 mois avant le closing. Ouais. C'était notre 3e tentative de closing. On a eu de gros soucis avec des investisseurs américains avant, dont je tairai le nom, qui nous ont planté quelques semaines avant de signer. Donc, on s'est reconfiguré comme on a pu et finalement, on est très content de qui on a à bord. Mais au départ, ces deux-là, ARM et Évident, ne voulaient pas. Parce qu'ils ne sentaient pas, c'était un peu loin de leur compte. Finalement, ils y sont arrivés parce que j'ai fait mon boulot à côté pour les pousser pour que ça se fasse. Hein. Ça fait partie du discours de vente ou de la politique qu'on mène à côté. Mais ce n'était pas l'origine du tour. Parce que j'avais un petit souci de principe à avoir un client bien sûr à bord et ARM, un fournisseur de techno. Parce que ça, même si les accords qu'on a sur lesquels je ne peux pas m'étendre sont complètement neutres et on peut faire ce qu'on veut, globalement, enfin, sous réserve effectivement de faire ce qu'on a vendu, globalement on est neutre. Mais il est sûr qu'aujourd'hui, si on ramène vous me donnez 50 ingénieurs aujourd'hui, je vais pas perdre mon temps à monter un projet parallèle, je vais les affecter sur le projet actuel qui va de toute façon satisfaire les investisseurs que j'ai à bord. Donc du coup, on n'a pas l'impression d'être pieds poignés avec cela. Et puis d'un autre côté, quand on cherche, on a besoin d'argent, il y a des bouches à nourrir. Ouais. Alors, ce que présentait Hugo, j'aimerais bien, Hugo, être dans ta situation, mais moi, avec une levée de fonds de 2 mois, je tiens 15 jours. Donc, il faudra en faire beaucoup. Donc, à un moment où, comme on dit, ceux qui ont besoin d'argent ne sont pas forcément qui choisissent. Mais finalement, ça s'est bien passé. On est très content de qui on a à bord. Et là, je découvre les joies d'avoir moi, j'ai mon 2e board la semaine prochaine. Quoi. Ça change un peu idéalement. Isabelle, tu vois, ça, c'est vachement intéressant, même pour nous. Tu disais le passage de la pratique à la théorie. En fait, tu vois, il n'y en a pas. C'est-à-dire que les entrepreneurs font ce qu'ils peuvent. Comme tu disais, tu es là, tu es en train de chercher de l'argent, tu n'as pas le cas idéal. Et en fait, les seuls qui disent il faut avoir ci, ça, ce sont les established VC qui sont sur ce flow, qui ne prend qu'une partie de ce qui est disponible comme deal flow total. Et c'est ce sujet-là qu'on aborde tout le temps et depuis hier, c'est ce misfit. Et justement, Hugo, toi, les entreprises un peu concurrentes dans le monde sur de la 3D immersive, est-ce que tu vois justement des boîtes dans d'autres pays, peut-être en Europe ou aux États-Unis, où tu te dis on fait des choses connexes ou équivalentes, ils ont déjà levé beaucoup, ça va pas, je suis trop petit, ou est-ce que c'est vraiment fragmenté et que c'est le système qui achète tout le monde à la fin? Alors, effectivement, je pense que moi, dans mon sujet, il y a un petit point, c'est que, bien sûr, l'une des questions qui arrivait à peu près tout le temps, c'est que si c'était une bonne idée, ce que je proposais, Dassault Systèmes l'aurait fait. Et la fait d'imaginer qu'une petite entreprise puisse avoir une idée intéressante par rapport à un grand groupe, bien sûr, un peu comme un champion français, ça paraît peu crédible, là où effectivement, il y a d'autres pays où ça paraît beaucoup plus possible d'imaginer qu'on peut avoir une entreprise comme Zoom qui fasse quelque chose à la place de Cisco, alors que Cisco avait 100 fois les moyens de Zoom pour le faire. Et même en France, et je pense que là, il y a Clock qui a été revendu à Dassault Systèmes. Donc, ça existe déjà. Ça reste des choses dans la mentalité, c'est pas tout à fait bien vu ou imaginer qu'un grand groupe comme Dassault puisse louper des marches ou louper des occasions. Je pense que c'est pas forcément vu comme quelque chose de possible. Et pour répondre, alors, je vais pas parler de concurrent, mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'une tentation, parce que tu me disais à quoi j'ai pensé ou quelles étaient mes pistes. J'ai eu aussi des contacts avec des investisseurs américains et on voit bien qu'eux, ils étaient beaucoup moins frileux et tout de suite, les effets d'échelle étaient plus grands. Et donc, j'ai quand même réfléchi. Et bon, je vois que Philippe, il réagit, mais il en parlait. C'est ça, c'est de se dire, effectivement, aller chercher quand on est vraiment on est convaincu par le projet et qu'on cherche des fonds et qu'on ne trouve pas, c'est de se dire, OK, il n'y a pas d'autre moyen que d'aller voir outre-Atlantique parce que peut-être que là-bas, finalement, la prise de risque, elle est plus facile et que c'est une façon, finalement, de passer à l'échelle pour après revenir, quoi. Et je pense qu'il y en a plein d'autres qui le font. Et ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, quoi. Ça se lit partout, quoi.
Je pense que la façon dont la majorité des gens présentent leur deck et leur equity story aux investisseurs, il faudrait vraiment, juste à vous écouter, les échanges qu'on a là, changer totalement. Parce que le fait aujourd'hui, sur des sujets comme ça, juste dire voici mon marché, voici mes concurrents, voici mon besoin, voici ce que je fais comme BP, ça ne marche tout simplement plus. En fait, à vous entendre, vous êtes sur des levées pas de la même taille, mais le point commun entre vous, c'est que vous êtes des enabling tech, deux sujets importants. Et donc, moi, je trouve que ce qui est un peu ahurissant, et je pense qu'on n'a pas tous fait notre travail de pédagogie et d'influence, comment ça se fait qu'on se dit, OK, on va mettre tant de milliards sur le semi-conducteur et qu'on oublie les pelles et les pioches qui sont les enabling tech, parce que cette fonderie va marcher avec quoi? Et on fait juste les règles de 3 sans demander à McKinsey de faire une étude, c'est de dire, si on dit qu'une fonderie, c'est 1 milliard, eh bien, les enabling tech qui vont fournir tant de modèles envoyés à chaque fois à 20 millions, c'est au moins, tu en fais 5 ou 10, donc tu es à 200 millions et tu ne peux pas faire ça à moins de 100 personnes. Donc, la première marche, elle est de 200 millions. Et après, il faudrait dire l'inverse, le reverse. C'est pour ça que le cas de Philippe est hyper intéressant parce qu'il part de l'industrie et non pas des slides d'un BP. Et là, tu te dis, comme ça s'est fait il y a 25 ans, on ne disait pas qu'est-ce que ça va faire comme chiffre, ben avec 200 millions, ça me fait passer tant d'années et je suis dans les 5 premiers qui sont parce que, en fait, moi, j'aurais mis les 10 fois 200 millions dans les plans à quelques milliards et comme ça, vous les avez eus par petits morceaux, Philippe, mais vous les aurez eus plus vite. De la même façon qu'on parle depuis 10 ans de ce grand move de l'industrie avec la 3D, l'immersif, le digital, etc. Et tout ce qui a bougé autour de Fivre, de Siemens. Et donc, qui fait toutes les techs qui permettent ça? Si ce n'est pas rentré dans cette logique-là, il y a ce gap. Donc, le gap aujourd'hui, il n'est pas dans les stades d'investissement, mais il est dans les steps d'une même chaîne de valeur. Et on le sait tous. Et c'est comme ça qu'on devrait présenter maintenant les dossiers. Et on en parlait hier pour dire, c'est comme ça qu'on peut valoriser des actifs immatériels et non pas juste de l'ARR. Parce que sinon, on ne s'en sort pas. Si tu fais, toi, Hugo, ça et qu'on te dise, ah ben, ça commence à être récurrent, mais tu n'as pas encore fait le truc où je fais x10, ben, donc voilà voilà le souci. Donc, il faut que vous nous disiez, vous, combien vous aimeriez aujourd'hui relever sans penser pour être dans le peloton de tête pour se battre dans ces sujets-là, sans galérer à tout le temps dire est-ce que je suis break-even, est-ce que j'embauche, est-ce que je regarde à droite, à gauche, et quel serait le scénario idéal de montant, de structuration, de levée demain. Vous avez le Père Noël de la levée et vous dites voilà ce qu'il me faut. Moi, j'ai plus envie de perdre du temps à faire ces roadshows, etc. Hugo, on commence par Moi, je pense que c'est un facteur 10 qu'il faut que je fasse. Je pense que pour être vraiment à l'aise, il faut que je tape le 20-30 millions. C'est ça qu'il faut que j'arrive à atteindre. Et effectivement, c'est ça que j'ai en tête. Pour être vraiment à l'aise, tranquille et que je me pose toutes questions et que j'arrive à avoir un niveau je dirais, de référence sur le marché qui me permet d'être existant au moins. Je pense que c'est le plancher. Après, le max, je ne sais pas. Là, je ne sais pas si je peux. Je ne me suis jamais trop posé la question, mais disons que c'est ça que j'ai en tête. Et tu sais écrire comme un post en 10 lignes en disant avec 20 millions, voilà, j'embauche tant, je suis dans le top tier ou le top 10 sur cette partie-là de la 3D pour l'industrie et je deviens on aimerait bien que tu nous l'écrives. On a dit qu'il faudrait préparer des… je peux faire ça, je peux faire ça. Et en fait, je pense que ça peut être intéressant de le faire même si tu as quelqu'un au board. En fait, il faut le faire en toute transparence parce que quand on a un board, on ne dit pas les choses de la même façon. Mais là, il faut se lâcher en se disant je suis à ce step-là. C'est pas… et voilà, avec 20-30 millions, voilà ce que je fais. Ok. Facile, alors, ça je peux le faire. Ensuite, on a des levées aux États-Unis, notamment. On parle beaucoup des Américains avec des moyens qui sont colossaux, une prise de risque qui est en tout cas gérée autrement, et en tout cas une capacité à prendre des risques. Maintenant, on a aussi
un gouffre quant à l'utilisation des fonds qui sont levés. Parce qu'on exige de devoir recruter des ingénieurs et des équipes dirigeantes qui consomment une grosse partie de cette levée. Outre le fait qu'ensuite il y a des sujets techno. Donc, comment est-ce que vous voyez voilà, il y a la wish list, mais il y a aussi la réalité de l'Europe. Peut-être qu'il y avait cette petite nuance que je voulais apporter. Ouais, j'ai quelques idées là-dessus. Il faut quand même revenir sur Terre. On est quand même en France, en Europe. Et quand vous commencez à pitcher, vous retrouvez dans tous les travers français que j'ai eu dans les bouquins, on en avait parlé avant. Vous n'avez pas de concurrents, c'est pas normal. Bon, nous, vu ce qu'on visait, on n'avait pas de concurrents européens, on a que des concurrents mondiaux, en plus des gros, type Intel. Après, vous faites du hardware, mais vous n'avez pas d'usine. Le hardware, c'est pas ça. Faites du soft, c'est plus simple. Vous allez toucher à des marchés publics. Les marchés publics, c'est de la politique, ça on n'aime pas, donc on n'y va pas. Et après, on se retrouve sur les caricatures. D'autres ont essayé avant vous, ça n'a pas marché. Ne le faites pas, c'est trop compliqué. Ne le faites pas, vous allez gagner de l'argent. Donc ça, je pensais que c'était des caricatures ou des histoires je dirais des histoires de comptoir. En fait, non, ça ne l'est pas. C'est que je l'ai vécu au quotidien pendant des années. Alors là, on nous le dit moins. Ça va pas marcher parce qu'on a quand même réussi à passer quelques étapes. Tout le monde parle du semi-conducteur. C'est un marché de 1000 milliards en 2030. C'est peut-être un sujet, malheureusement, de Troisième Guerre mondiale, d'invasion de Taïwan, etc. On est d'accord. Ouais. C'est le pétrole. C'est comme le pétrole, je dirais, dans les années 70. C'est fondamental. Aujourd'hui, on va surtout continuer à renforcer les gros. On ne va pas créer des produits. Pourquoi est-ce que TSMC s'est installé en Arizona? C'est parce qu'il y a énormément de sociétés locales pour produire et pour remplir l'usine. Et pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas s'installer en Europe, à part pour faire des composants automotives, et ce qui n'est pas du tout en termes de process semi-conducteurs. Ce qui nous intéresse, c'est parce qu'il n'y a pas de besoins locaux, il n'y a pas de produits. Donc, pour remplir des usines, il faut des startups qui vont faire des produits, etc. Et c'est le cercle vertueux du modèle américain. Ils ont des boîtes. Et après, je dirais, ça crée de l'argent, ça crée de la valeur, et en plus, ça peut remplir des usines. Et il y a un exemple qui est assez frappant, c'est qu'il y a une success story dans la tech US qui s'appelle Nuvia, N-U-V-I-A. C'est une société qui faisait du computing. Alors, on va pas trop se comparer avec eux, parce qu'ils étaient quand même plus forts que nous, c'est des anciens, je ne sais plus, c'est de Google ou quelque chose comme ça. Ils ont démarré en même temps que nous. 6 mois après, ils ont levé 50 millions. 1 an après, ils ont levé 250 millions. Et 18 mois après la création, ils sont vendus 1,3 milliard chez Qualcomm. Ouais, ça ne m'étonne pas. Donc, en fait, ça rend un peu dingue, Philippe, qu'on a déjà vu ça en 25 ans sur différents sujets. Et en fait, là, entre ce qui se passe sur la vraie densité des chaînes de valeur aux États-Unis, plus ce qui se passe avec le Web 3, on est rebelote pas au rendez-vous. Alors que les plats repassent. Donc, ça, c'est... vraiment, on n'arrive pas à s'expliquer tous ensemble pourquoi, en fait, on a ce conservatisme qui fait qu'on repasse 5-10 ans à ne pas comprendre. Là, ils vont nous dire dans 10 ans qu'il faut faire du Web.3 et on aura encore des trucs minuscules. Et si on n'est pas existant dans le semi-conducteur, on va devenir le vassal, j'espère, des États-Unis pour le coup. Mais voilà. Donc... Et donc, pour répondre à la question d'Isabelle tout à l'heure, si vous deviez recommencer aujourd'hui, combien il vous faudrait? Oui, pour nous, c'est 100 millions, ça n'a pas changé, quel ticket d'entrée. Mais la problématique, c'est pas que le montant, c'est en combien de temps? Si c'est pour avoir 100 millions en 3 ans, comme on a fait là, c'est parce qu'on s'est battu pour les avoir, mais en fait, il faut les avoir vite. Et c'est là où ça colle pas. Et je vais rentrer sur un autre modèle caricatural. Ça peut servir à tout le monde. Mais enfin, je suis passé la semaine en Californie. Et le mythe de discuter avec des investisseurs dans un Starbucks, c'est pas un mythe, ça se passe comme ça. Voilà. Et j'en ai fait 3 la semaine dernière. Alors, bon, le marché est quand même un peu en train de se resserrer là-bas. L'argent est plus facile. Maintenant, on a quand même de gros avantages. Un ingénieur californien, ça coûte 4 fois plus cher qu'un Français, une fois qu'on a passé le CIA. Donc, on a des coûts, on fait un peu le tiers-monde en ce moment à côté de la Californie, quand on voit le coût de nos ingénieurs. Donc, ils sont très bons, sauf qu'il n'y en a pas assez. Donc, ça, c'est le premier élément. Et il y a quand même quelque chose qui nous a énormément servi en termes de business model financier, c'est qu'en suivant la bonne idée d'un de mes avocats, on a émis dès le départ des BSAR, qu'on appelle SAFE en modèle anglo-saxon. Donc, globalement, c'est qu'ils prennent un ticket. L'investisseur prend un ticket en avance, il peut rien négocier. Il a un super discount. Et c'est une façon, je dirais, d'anticiper la levée, donc d'avoir du cash-in avant. Et dans notre cas, c'est pareil. On trouve sur
le rêve américain, j'avais un ancien un fournisseur avec lequel j'ai pas mal travaillé dans mes vies précédentes. On s'entendait très bien. Quand j'ai quitté STI, il m'a dit, si tu fais quelque chose, je te suis. Parce qu'en fait, j'ai quitté STI avec l'idée d'une entreprise en tête. Il dit, oh, ça, c'est le compliment classique que vous faites à quelqu'un, nos chemins se séparent, si tu crées une boîte, j'investirai chez toi. Alors, il y en a plein qui m'ont dit ça. Sauf lui, quand je suis allé le revoir après, et je dis, j'ai mes DBSAR, je fais des tickets à 500 000, donc 500 000 euros, il l'a fait. Si ce n'est que le seul qu'il a fait était 100% américain. Il a investi sur mon nom parce qu'il me connaissait. Il n'a pas regardé le dossier. Et là, depuis, il est super content parce qu'il a déjà récupéré ses 30% de discount. Donc, pour lui, c'est tout bénef. Mais pour lui, c'était décision instantanée. Alors, forcément, il fallait tomber sur quelqu'un qui avait ce cash à la banque. Mais essayer en France d'avoir 500 000 euros d'un business angel, c'est plutôt en cumulé que vous allez avoir ça. Et là, ce qui est en France, c'était un Américain, quoi, dès le départ. Quoi. Je veux dire, même quand on a une pulsion libérale, ce qui se passe, même les business angels qui veulent faire seuls, très vite, ils se trouvent regroupés autour d'un process et hop, ils doivent faire le process et ils reproduisent les 3 mois, puis les 6 mois. Et moi, ce que je trouve vraiment intéressant dans vos 2 cas, c'est que tous les deux, vous venez vraiment, vous avez fait du vrai business chez les industriels. Donc, je trouve aussi qu'on ne met pas suffisamment en valeur les entrepreneurs comme vous. Et en ce moment, il faut plus ça que, comme on disait, le gars brillant qui va développer avec son ami un truc parce que sur les sujets importants aujourd'hui, ce n'est pas juste du software ou du digital, c'est de l'hybride et surtout la compréhension de je vends parce qu'on ne vend plus au même dans la chaîne de valeur, ni surtout en même temps. Donc, il faudrait quand même qu'on vous mette, enfin, vous l'êtes déjà, mais qu'on vous mette plus en avant et qu'il y ait un travail là-dessus pour dire tous nos gars sérieux qui sont chez des industriels depuis 20 ans, et qui n'ont pas été payés comme les start-upers pendant 20 ans déjà, qui n'ont pas eu le même rythme de vie, donc qui tiennent. On a besoin d'eux et c'est eux qui doivent. C'est comme des business units en fait. C'est juste qu'il faut. Je pense, Philippe, toi, c'était ça. C'est-à-dire, c'était pas possible de le garder en interne. J'ai essayé de monter ça chez mon employeur précédent. Ça m'a coûté quelques mois sur la fin, justement, en essayant de pousser pour le faire. Ça n'a pas été retenu. C'était trop cher, trop long, trop risqué. Et c'est typiquement quand vous êtes en disruption, c'est plutôt à faire en mode start-up que dans une grosse boîte. Parce que tout serait plus long, plus cher. Alors, il y aurait le budget initial, c'est sûr, mais ça serait beaucoup plus long à mettre en branle. Bon, avec du recul, j'ai aucun regret de l'avoir fait comme ça. Et ce qui nous permet d'évoluer comme on veut. Peut-être que nos chemins après vont se retrouver, mais c'était la meilleure façon. Puis il y a aussi une histoire de classe d'âge. Parce que ce qu'on a fait avec mon équipe, on est plutôt, on va dire, on dirait ma garde rapprochée, on est plutôt, on va dire, classe 50 ans. C'est ça. Donc, il y a effectivement, il y a la maturité, il y a la seniorité et track records, comme on disait, ce qu'on a fait avant. Il y a également des situations personnelles qui sont peut-être plus faciles. Et c'est ce qu'on voit en recrutement. 50 ans, la maison est payée, les enfants ont fait leurs études. Voilà, globalement, il y a beaucoup moins de pression, vous avez plus de temps. Et ça, je le vois dans le recrutement où on prend soit des jeunes sortis de l'école, parce que dans ce cas-là, on vend un projet hyper sexy, etc. Bon, il y a quand même pas mal de pression derrière, mais ils apprécient la techno. Soit ma classe d'âge, ils sont désendettés, ils ont fait tout ce qu'il fallait, donc comme dit, les enfants sont sortis et ils s'emmerdent. Mais ça, c'est music to my ears. Nous, on l'a appelé We Rock Industry parce qu'on est la génération rock. Donc, vraiment, on achète tout à fait. Et je pense qu'au-delà du fait de dire il y a un recul, une maturité, etc., je pense aussi que dans cette classe d'âge, on n'est pas en train de pousser pour les boomers mais dans cette classe d'âge aussi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a tous vécu dans ces 20-25 ans tous ces cycles. Donc, il y a quand même cette courbe d'apprentissage parce qu'on est quand même dans une 4e vague de quelque chose. Et ça, c'est vrai, Isabelle, ce n'est pas dans la logique seniorité. Ne laissons pas tomber les seniors, mais c'est dans la logique, c'est encore, comme tu disais, la force de l'âge avec vraiment un vrai track record d'exécution. Parce que ce que je trouve, moi, super, c'est que vous n'allez pas avoir le problème qu'on a dans toutes les startups où quand ils font la série C ou D, il faut réembaucher des gens qui savent gérer des gens. Parce que eux,
savent entraîner les 20, 30 premiers, mais pas gérer 100 personnes. Et donc, ça serait vraiment super qu'on puisse, même en petits boulettes, écrire ça et le réunir dans un mini manifesto ensemble, parce que je suis sûre que ce qu'on échange et ce qu'on échange avec les autres, avec Isabelle tout le temps, ça dégage quelque chose. Ce que tu disais, Philippe, sur il faudrait presque donner la recette, on commence par la fin, on va voir l'Europe, l'argent public, puis on amène les corporates. Et tu vas voir, c'est dans 2 ans que les fonds de Groot vont venir pleurer. D'ailleurs, tu vois, comme tu as ARM, tu auras SoftBank d'une manière ou d'une autre. On y travaille, on y travaille. Ça, ouais, c'est une bonne carte de visite. Maintenant, pour revenir sur l'exemple des seniors, mon doyen a 64 ans. Il a quitté Qualcomm en Irlande il y a 2 ans pour nous rejoindre. Il voulait terminer sa carrière sur quelque chose de sympa. Une de mes dernières embauches, j'ai géré directement sur Sophie Antipolis. Il a 57 ans. Il faut dire que le marché est propice. Aujourd'hui, c'est globalement le plein emploi. Vous démissionnez à 50 ans pour lancer ça. Si vous voterez, vous retrouverez du travail. Ce qui est paradoxal, c'est que quand je suis sorti de l'école, après l'armée en 94, j'ai démarré chez Thomson, qui était comme une vieille école industrielle. On me disait, jusqu'à 35 ans, tu fais ce que tu veux. En termes de risque, tu peux changer de boîte, etc. 35 à 45, tu fais gaffe. À 45, tu bouges plus. Tu restes au chaud. Ouais. Et ça, je pense qu'en 30 ans, ça a complètement shifté. Je dirais, il faut prendre ce type de risque. Donc, quand à la télé, on me parle de l'emploi des seniors, ça me fait rigoler, j'aime bien témoigner là-dessus. C'est qu'on embauche toutes les classes d'âge. On doit être à plus de 45 ans ou 46 ans en moyenne. Alors, forcément, en termes de salaire, ça aide pas. Mais ce qu'on voit, c'est qu'ils viennent ils sont quand même relativement raisonnables parce que c'est compensé par l'intérêt de la technologie et des stocks options, forcément. Parce que pour apprécier les stocks options, on revient sur le mode je suis désendetté, je me contente d'un salaire qui est raisonnable. Bon, ils ne sont pas sous-payés non plus. Et je fais le pari que dans 4 ans, le produit marche est vendu. En termes de stock options, ça va exploser, on va x10. Et là, j'ai ma retraite qui est assurée. Donc, c'est une autre mentalité. Et pour revenir un peu à des choses bien précises, parce qu'on parle de levée de fonds, si vous deviez l'un et l'autre établir des métriques que vous pilotez vous, c'est-à-dire pour toi, Philippe, est-ce que tu te dis, c'est en sortant un certain nombre de designs, comment tu fais ta roadmap, déjà indépendamment de la levée de fonds, et après te dire, si je pouvais avoir dans 6 mois les 100 prochains millions, j'irais plus vite en faisant ça, ça, ça. Quelles sont les métriques que tu te donnes toi pour en fait, on est quand même en mode business plan assez traditionnel avec des forecasts marchés, ce qu'on veut vendre à quel moment. On était obligé de les réviser pas mal de fois parce qu'on n'arrivait pas à lever dans les temps. Ce qui nous a permis de tenir, c'est qu'on arrivait toujours à lever des grants et du CIR de façon à continuer l'activité, continuer à payer les ingénieurs. Et on a eu de la chance d'avoir des fournisseurs de techno pour simplifier des outils de CAO ou ARM qui nous supportaient depuis le départ, qui étaient plutôt très souples. Et qui nous ont suivis jusqu'au bout. Parce qu'il y avait le drapeau européen derrière ce qu'on faisait. Donc, je reviens sur le backup de Bruxelles, il faudra peut-être qu'on en parle. Ils savaient qu'on n'était pas une start-up normale, qu'il y avait quelque chose derrière et qu'il fallait nous suivre jusqu'au bout. Et en fait, qui nous a servi de banque ou d'investisseur au départ, c'était pas explicite. Ils ont tous été un peu piégés là-dessus, c'était nos fournisseurs. Parce qu'il y a un moment où s'ils avaient exigé les paiements de tout ce qu'on devait, ils nous tuaient et ils n'étaient pas payés du tout. Très intéressant, très intéressant. Il fallait qu'ils suivent. Ce qui est dommage, je passe, d'ailleurs, j'en ai encore reparlé la semaine dernière, c'est que c'est quelque chose, ils ont été entraînés là-dessus. Donc, si eux-mêmes, ils avaient dès le départ, ils étaient sur un mode, on va investir chez vous, etc., on aurait peut-être été plus zen. Donc, en fait, on les a tirés là-dessus. Bon, ils ont géré la dette et les paiements qui n'étaient pas faits. Et puis, finalement, on s'en est très bien sortis. Ils sont super contents parce qu'ils ont, du coup, ils ont créé en partie un futur très gros client pour eux. Donc, ils ont investi au départ et à terme, ils vont être rétribués parce qu'il faudra bien qu'on paye beaucoup plus de licences, etc. Et certains, à titre personnel, ont investi chez nous. Parce qu'ils y croyaient tellement qu'ils sont mouillés en sortant, ça joue en dizaines de milliers d'euros. Donc, c'était très symbolique. Mais quand, en plus, un fournisseur investit chez vous, c'est pas rien, quoi. Vraiment, Philippe, tu devrais écrire, en fait, décortiquer comme tu avais fait, tu sais, le 15 millions plus les 10 plus les 20, etc., en disant quelle equity story tu as raconté, parce que c'est là où tu es très fort, parce que ce n'est pas la même equity story. Mais moi, ce qui m'impressionne, pour moi, quand tu dis EIC, c'est l'enfer. C'est comment rentrer dans ces dispositifs européens.
comment tu as réussi, toi, à avoir ça? Parce que tu faisais déjà fait essai du dossier comme ça, très Bruxelles. Alors, c'est pas que ça soit compliqué, mais Cypearl, c'est une émanation d'un consortium Horizon Europe. Enfin, à l'époque, c'était H2020. Déjà, ça fait plus de 20 ans que je fais de l'international, donc parler en anglais, voir des étrangers, j'ai toujours travaillé comme ça. J'avais jamais fait de projet européen avant. J'y suis arrivé parce que la façon d'amorcer Cypearl, c'était de démarrer un consortium européen. C'est ce que j'ai fait dans les 2 ans que j'ai passé chez Atos. Donc, ça a été built-in, cette culture européenne. Et dans le consortium, il y avait 23 membres. On avait des clients et les clients de nos clients. Typiquement, Atos était dans le consortium et le CEA qui va acheter du matériel chez Atos est dans le consortium. Donc, on s'est retrouvé dans un écosystème, un peu un petit jardin privé où il y avait, dans certains cas, nos fournisseurs, y compris des vendeurs d'IP, nos clients et nos partenaires. Et ce qui a énormément aidé, ce qui était prévu dans le consortium, c'est qu'il y ait une société industrielle qui en sorte. Quand on a monté le consortium, cette société s'appelait Newco, c'est un nom de code. Il fallait que quelqu'un la fasse. Bon, bien évidemment, c'est ce que je voulais faire, mais il fallait attendre le bon timing. Et quand je suis allé voir, j'aurais dit, je fais Cypearl Newco va devenir Cypearl, vous allez m'aider. Ils l'ont fait parce qu'en fait, ils attendaient que ça. Et ce qui nous rend très populaire à Bruxelles, crossfinger, faut que ça dure, c'est parce qu'ils ont mis énormément d'argent public. EPI, le consortium EPI, la première phase, c'était 80 millions d'euros. Ils ont mis énormément d'argent public. Petite société, grande société, sur une dizaine de pays publics, privés, il y a une société qui en est sortie, qui crée de la valeur, qui crée des emplois et qui a une visite mondiale. Donc, en culture européenne, ce qu'ils appellent la dissémination, c'est excellent. Tout le monde parle de nous. Alors, personne n'y croyait en disant « c'est encore une connerie européenne, ça ne va jamais marcher ». Et en fait, non, ça tourne. On fait de l'emploi. Et en fait, ils nous comparent un peu à comment a démarré Airbus il y a 40 ans. Il y avait une vision européenne derrière. Entre les deux, il y a eu Galileo, il y a eu d'autres projets. Bon, là, il se trouve qu'on a comme de la chance parce qu'on est sur la vague du computing, de l'AI, de la souveraineté, ce qui n'était pas forcément le cas en début de projet. Maintenant, c'est le cas. Donc, du coup, ça devient en plus pour eux un outil de com. Regardez, on a amorcé quelque chose, ça démarre. Et ça crée de la valeur. Voilà, mais donc, c'est built-in chez nous, je dirais, la partie européenne. Donc, monter un dossier à Bruxelles pour l'EIC, il ne faut pas avoir peur. Les tickets sont gros. Enfin, price money, comme on dit, ça vaut le coup, ça vaut l'investissement qu'on y passe. C'était compliqué, on a transpiré, on a passé des week-ends, parce qu'il faut faire des vidéos, etc., interviews complètement hallucinants. Il faut être bien préparé, et ça marche. Et la promo de l'EIC qu'on a gagnée, les Français étaient surreprésentés, c'était très bien. Sur les 99 lauréats, je crois qu'il y avait 13 ou 16 Français. Mais là, il y a 4-5 ans. Voilà, mais sur la dernière promo, c'est une catastrophe. Mais alors qu'il y a pas mal d'autres pays qui ont peut-être plus cette culture d'aller au charbon, de dire on va tenter. Au pire, si vous perdez, vous avez surtout perdu du temps. Mais il faut y aller. Et l'EIC, c'est la deep tech ou c'est la French tech au niveau européen. Oui, c'est ça. Sur des classes de tickets qui n'ont rien à voir. Alors, tout le monde ne gagne pas les 15. Il y en a qui ne gagnent rien du tout. Il y en a qui vont gagner que 2. Nous, on a visé plein pot et on veut y retourner parce qu'il y a plein d'argent derrière. Et ils attendent parce qu'en fait, il y a tout un concept de scale-up, etc. Ils veulent suivre en série. Oui. C'est un super outil, mais qui, à la limite, peut-être moins, je ne vais pas dire sectaire, mais moins typé que la French Tech, qui est quand même très soft, très SaaS et très usine, façon Intect batterie. Ils sont beaucoup plus larges. Ils prennent du risque. Et vont faire du Alors, est-ce que justement, Philippe, tu peux nous raconter French Tech Souveraineté? On a une question sur à quel moment c'est rentré dans la boucle et quel a été l'effort ou le process pour le décrocher? Alors là, je ne peux pas rentrer trop dans les détails. Les Russes. Alors, quel serait ton conseil pour, même si ça ne s'est peut-être pas passé comme ça pour toi, mais quel est ton conseil ou le process officiel? Là, il y a un conseil, je pense, qui est assez visible sur la façon de mon travail. C'est qu'un des premiers investissements que j'ai fait avant le premier employé, donc ça, c'est sur la base de notre capital initial, même avant les grants, c'est d'embaucher une consultante en communication. Il y a un des conseils initiaux que j'avais eu, c'est prends les meilleurs consultants. Tu ne peux pas te payer les meilleurs employés, c'est trop cher. Puis ils voudront jamais venir de toute façon. Prends les meilleurs consultants. Parce qu'effectivement, un consultant, c'est du temps partiel, donc c'est plus gérable. Et ma consultante en com, quand je lui ai, qui est devenue, bon après j'ai terminé l'histoire, mais la première fois que je l'ai vue dans un restaurant à Paris, elle m'a pris pour un fumiste, un peu comme tout le monde, quoi d'ailleurs. Elle dit non, je ne peux pas, ça semble trop casse-gueule. Et finalement, je ne sais plus ce qui s'est passé entre-temps. On a dû faire un petit coup de presse ou quelque chose comme ça. Elle est revenue, elle a accepté. Puis depuis, elle a arrêté le mode consultant. C'est ma directrice de la com.
donc celle qui a construit la marque, qui nous a fait rentrer à la télé, qui nous a fait gagner quelque chose qui va faire pas mal de bruit là, dans quelques semaines. Et on a tout bâti là-dessus. Et ça nous rend visible. Et ça nous rend visible pourquoi? Parce qu'on veut... C'est la guerre en termes de recrutement. Je dirais, quand vous approchez un candidat ou pour qu'un candidat vienne spontanément, il va regarder partout sur Internet, sur YouTube, les vidéos, etc. Bon, s'il ne regarde pas, c'est qu'il n'est pas intéressé. Donc, c'est pas grave. Mais il suit, c'est-à-dire on bâtit la marque là-dessus pour le recrutement, pour les investisseurs, parce que je dirais c'est important, ça les attire, ils regardent beaucoup ça, et pour la politique. Et dans FTS, French Tech Souveraineté, il y a un côté souverain. Donc, pour être repéré sur les aspects souverains, il faut forcément avoir le wording comme voilà. quand un DIRCAP. Et qu'ils adhèrent au projet. Et enfin, qu'ils adhèrent au projet, qu'ils voient l'intérêt du projet pour des raisons stratégiques. Et après, j'étais, pareil, sans rentrer dans les détails, positivement surpris par la main bienveillante qu'il y a derrière. Elle dit, il y a quand même un intérêt national, etc. Il faut y aller. Oui. Alors, ça n'est même pas fait tout seul, mais il y a des trucs qui sont mis en place, mais parce qu'on a été repérés très, très vite. Et pour ça, il y a l'agence Innovation Défense, en fait, qui est très bien. Et exactement. Isabelle, est-ce qu'il y a des questions? Toi, tu les vois? Parce que moi, je ne les vois pas. Est-ce qu'on a des questions? On avait cette question-là. Non, il n'y a pas eu de questions de la salle, mais n'hésitez surtout pas à nous écrire, à challenger nos intervenants. Tant sur la partie financement, Fadoua, tu as aussi une expérience comme venture partner pour ces ventures, puis avec ce fonds franco-chinois. Ça peut être intéressant aussi d'avoir tes insights, mais on comprend bien aussi que le marché a beaucoup changé ces dernières années. Il y a aussi un contexte, j'en parlais peut-être un peu en intro, mais géopolitique, qui est peut-être pas anodin. Et d'ailleurs, le titre, c'était « Est-ce qu'on peut lever en 2023 en temps de crise ?» Alors, il y a eu toutes les crises, la crise sanitaire, la crise politique. On est en crise depuis 30 ans et ça ne va pas s'arrêter. Non, ok, d'accord. Mais depuis 2020, là, tu vois, on est encore en vidéo. Voilà, on est aussi en temps de crise. Est-ce que, justement, vous pensez que 3 ans plus tôt, voilà, ça n'existait pas, mais quelle est votre impression sur lever maintenant? Moi, je pense que Philippe, il a soulevé un point là, il y a 2 minutes, c'est sur la partie communication. Moi aussi, je l'ai accompagné très vite la part des gens qui étaient dans la communication, l'événementiel. Et je pense que c'est un point sur que on est sur des sujets technologiques assez de fond. Et donc, au départ, on se concentre bien sûr sur la technologie, le développement, les performances et tout ça. Et en fait, le recrutement, comme tu as dit, genre les investisseurs et tout ça, il faut construire une image, il faut être visible, il faut avoir de la notoriété. Et je pense que je ne suis pas sûr que c'était comme ça il y a 20 ans ou 30 ans, quoi. Je pense qu'avant, peut-être qu'on pouvait se contenter d'avoir une techno qui fasse les bonnes perfs. Et j'ai l'impression que maintenant, c'est vraiment, il faut tout de suite considérer la communication comme un élément au moins aussi important que la techno en elle-même, quoi. En fait, ça a toujours été important. Nous, en banque d'affaires, en 2000, on avait appris le mot equity story, donc pour raconter. Sauf que moi, je trouve que ce qui a changé, ce n'est pas juste l'importance de la com. Ce qui a changé, c'est le contexte global. Je veux dire, comme disaient Isabelle et Philippe, on est quand même dans un autre monde qui est en train de continuer à muter et on va vers quelque chose qu'on devine. Mais en tout cas, le fait qu'il y ait des contractions de plaques géopolitiques et que la souveraineté, la mondialisation va être vers les proches amis qui partagent des choses, ça, on ne va pas revenir là-dessus, je pense, dans les 20, 30 ans, voire plus. Donc, ça change tout. Comment on source les produits, où on les vend, on achète. Et ce n'est que le début, ce que disait Philippe, je dirais. Il s'agit des drones, de nos téléphones, de l'eau, c'est vital. Donc ça, moi, je pense que le fait et c'est pour ça que je pense que nous, les vétérans, on peut redevenir les first movers parce qu'on a vécu la première vague, etc. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même se réveiller et rééduquer les entrepreneurs à la géostratégie, à la géopolitique, à la géo-industrie. Et surtout pas les entrepreneurs, les established financeurs. Parce qu'aujourd'hui, en fait, de quoi on parle, c'est que les fonds dont tu parlais, Hugo, et que Philippe a eu la chance de ne pas avoir à perdre trop de temps avec eux, les fonds qui financent ce qu'on appelle la tech et le digital, donc qui sont, comme tu dis, sur un modèle classique, en fait, ce n'est pas de leur faute parce qu'eux-mêmes vendent à leur LP
un certain stade d'investissement avec un certain rendement et un certain time to liquidity. Ils sont dans ce rythme. Donc, c'est un gros effort de créer des nouveaux instruments. Et donc, moi, je pense, si on résume un peu ce qu'on se dit, c'est qu'aujourd'hui, il faut regarder les entreprises deep tech qui peuvent être des futurs champions avec un angle qui n'est pas celui classique, mais forecast business, etc., à comparer aux autres, mais qui est au regard de, mesdames et messieurs, vous voyez la chaîne de valeur de l'industrie, etc., c'est compris, voilà où je me situe. Et comme ce qu'on disait, revoir un petit peu comme au début, quand on faisait les études de marché, qu'on ne faisait pas dans les années 90, vous avez déjà tout dit. Après, moi, ce que je trouve très intéressant dans ce que vous avez dit sur la com, ça relève de ça, c'est de la com presque au sens politique. C'est-à-dire, il faut quelqu'un qui sache faire quasiment de l'influence. Vous préparez comme si vous deviez voir tous les soirs BFM et Bruno Le Maire. Il faut forcément, parce que l'argent est essentiellement public et aujourd'hui, on ne peut plus dire « Oh là là, ça me saoule ce truc public, je vais lever qu'avec des privés ». Tout l'argent maintenant est cadré de façon publique. C'est comme ça. Donc, aux États-Unis, c'est pareil. En Chine, c'est pareil. Donc, si on n'a pas intégré, enfin, c'est une itération, comme tu dis, Philippe, c'est une façon de raconter l'histoire aux décideurs. Comme tu disais, ils étaient contents que tu leur racontes ça. Tu as eu l'argent. Je veux dire, c'est des gens bienveillants. C'est juste que si tu n'as pas expliqué dans la doctrine qui descend depuis l'Europe jusqu'à Bercy, puis qui passe à France, c'est un algorithme. Et ça, on doit faire l'effort d'expliquer aux entrepreneurs que ça ne doit pas les saouler. Et ensuite, il faut crier fort. En fait, Hugo, ce que tu dis, il faut le crier fort parce que c'est vous qui créez la valeur. De dire, ben moi aujourd'hui, je ne suis pas en faillite, je ne suis pas une boîte en perte, etc. Je suis un enabler sur ce sujet-là. Si j'avais 20 millions, voilà ce que ça fait. Et donc, avec la com, le dire, donc toute la façon de driver, je pense que les entrepreneurs de la tech doivent devenir un peu comme des mini-agences publiques-privées, ce qui n'a pas été l'habitude depuis les années 90 où on se dit juste… donc, et ça, moi, on aimerait bien avec Isabelle compter sur vous parce que franchement, vous êtes typique, mais moi, j'en vois de plus en plus. C'est juste en Île-de-France, nous, comme on a monté une petite usine de capteurs dans la région Grand Est, vraiment, j'étais très étonnée quand j'ai assisté à des tables rondes à Strasbourg, comme il y a l'industrie alsacienne et la vieille industrie aussi pharmaceutique, métal, etc. J'ai eu la surprise, comme tu disais, Philippe, de voir la multitude de boîtes qui vont se développer pour l'alimentation à base d'insectes pour les animaux, pour les matériaux. Et donc, cette façon d'être hybride comme tu as fait, oui, je vois en même temps le IP, je leur dis ce qu'ils veulent entendre, ils mettent l'argent. C'est exemplaire. Philippe, très sérieusement sur Cyper, nous, on vote combien de fois par an dans Systématique pour les projets iDemo, enfin les projets collaboratifs, ils peuvent être européens ou nationaux. Si on avait juste un taux de transfo d'1 sur 4 ou 5 qui deviennent une NewCo, ça serait, moi je militerais pour ça. Et parce que ça partirait déjà d'un tissu de partenaires. Donc, il faudrait qu'on écrive ça un peu. C'est comment revoir les métriques de Valo, les métriques des montants à lever, plus au regard des changements de chaîne de valeur que juste au regard d'un marché. Aujourd'hui, on s'en fout si un marché mondial qui est à temps, comme on le disait dans les années 2000, si le sujet c'est de se dire « mais je dois le faire en Europe », ben, ce n'est pas les mêmes slides qu'on présente. Sinon, il faut aller à Taïwan ou à côté de Samsung. Donc ça a de la valeur dans la souveraineté. Et c'est ce qui fait dire, ben, il me faut 100 millions en plus. Ou à la question, est-ce que Dassault Systèmes a le temps de faire ça? Non, ils sont cotés, ils font des super résultats. Ce risque, ils ne peuvent pas le prendre en interne. À quel moment ça rentre dans leur propre roadmap et ça peut les intéresser? Donc, si ça vous intéresse qu'on écrive ces petits testimoniaux ensemble… ça serait vraiment bien pour la communauté des entrepreneurs. Hein. Je peux me permettre de rajouter quelques petits points rapides sur la base de ce que tu disais. Un petit bémol, parce que dans le cadre de tout ce que j'ai vu en termes de consortium, etc., ce qui fait peut-être la différence entre nous et les autres, c'est que j'ai vu beaucoup de sociétés qui étaient dans le système européen là pour récupérer que de l'argent public, mais qui n'avaient pas de roadmap, qui changeaient leur roadmap simplement sur tel ou tel projet. Nous, je pense qu'il a fait notre force, c'est qu'on n'a pas dévié.
tout le monde savait qu'on allait lever des fonds et qu'on a pris un risque industriel qui était énorme, parce qu'avant la levée de fonds, j'avais quand même une dette qui était colossale. On a pris le risque, ça a payé, mais tout le monde ne veut pas le prendre. Et si vous ne prenez pas de risque, de toute façon, vous ne ferez rien. Ça, c'est le premier truc. C'est vachement intéressant parce que c'est une prise de risque qui n'est pas intuitivement naturelle. Parce que, comme tu dis, les gens pensent que quand tu vas chercher de la subvention européenne, c'est comme si c'était que du dossier à remplir. Donc, c'est très important d'expliquer il y a des papiers à faire quand même. Non, mais c'est du contenu qui n'est pas juste, c'est du contenu qui doit être réfléchi, c'est une ingénierie, c'est du boulot. Et ils sont à Bruxelles, ils sont quand même moins sensibles aux fonds propres, c'est un gros avantage. Je dirais en France, vous travaillez avec la BPI sans fonds propres, vous n'allez pas faire grand-chose, à part la moitié de votre capital initial. Là-bas, on a réussi à faire énormément de choses sans avoir de fonds propres. Donc, c'est une autre, on va dire, c'est une autre approche comptable. Maintenant, démarrer à Bruxelles et après aller en France, ça peut être compliqué. On l'a vu et on le subit tous les jours. Parce que du coup, vous êtes hors système. Vous rentrez dans aucune case et on a tout fait à l'envers. Ce qui veut dire qu'on a gagné énormément de choses à Bruxelles, mais beaucoup moins en France. Là, c'est même si on est enregistré, mais c'est bien, on échange ça avec le SGPI. Il y a quelques milliards à France 2030 pour Others, New Experimentation, New Platform. Ben, il pourrait être inspiré on critique toujours l'Europe, mais ce coup-ci, de prendre exemple sur ce côté scalability de l'Europe et le tester sur des projets directement avec de l'argent français. Et juste pour faire le lien sur ce que tu disais en partie politique, je vous invite à regarder notre compte LinkedIn et toutes les vidéos qu'on a faites. Ça fait partie de notre plan de com. Et vous allez voir toutes les visites qu'on a eues, ou les visites que j'ai pu faire. Et ce qui permet de voir, parce qu'effectivement, il y a des visites politiques. C'est fait pour. Alors, on est plutôt verni sur Maison Lafitte parce qu'on a un pool de députés qui est intéressant. Ça, c'est le côté bol. Mais ça fait partie du deal. C'est super important de le faire. Et puis, c'est un très bon... En plus, c'est très fédérateur pour les équipes, quand vous voyez débarquer une personnalité, etc., qu'on faisait en concours mystère, qui c'est que nous visite, etc. Donc, c'est un très bon élément. Et alors, je ne sais pas s'il y en a qui nous écoutent, qui sont en province, mais c'est un des gros avantages d'être sur Paris. Je peux faire 2 allers-retours dans la journée pour aller sur Bercy. Donc, essayer de faire ça de Toulouse, c'est peut-être un peu plus compliqué. Des visites de ministère ou ce genre de choses, ça se fait très bien, mais parce que tout est malheureusement sur Paris. C'est très sympa de dire ça et de le partager parce que tout le monde le sait ou le devine, mais il faudrait avoir l'honnêteté de dire que ça fait partie de la liste des choses à faire pour que ça marche. Hugo, tu es d'accord? Oui, on était hier à Bercy. Effectivement, je me suis fait la même remarque. Donc, non, mais je partage. Je pense qu'il y a un autre point que je voulais te dire tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on en a parlé un petit peu. Je pense que les ingénieurs, enfin, on en parlait quand on parlait de la souveraineté, les ingénieurs français, notamment dans le logiciel, sont très bien cotés et bossent pour les GAFA et tout ça. Et je veux dire, ça, c'est vraiment un sujet. C'est nous les capter, d'arriver à les faire bosser chez nous. Moi, je dirais que c'est pas un problème il en a pas assez. Bon, peut-être qu'il n'y en a pas assez, mais là, il faudra vraiment qu'on soit plus gros. C'est surtout arriver à les garder chez nous, sur nos sujets. Mais globalement, je veux dire, je pense que c'est une de nos forces, hein, c'est d'avoir quand même une qualité d'ingénieurs qui sont formés et qu'on arrive à apprendre et à impliquer sur nos projets. Donc, je pense que ça, c'est vraiment un élément important dans nos valeurs, quoi. Des choses qu'on met sur la table, quoi. Et puis, bien sûr, je rejoins Philippe sur nous, je pense qu'on a aussi une feuille de route qui est très puissante, qui est très forte, qui vient aussi du fait que j'ai un background industriel. Et donc, cette feuille de route, elle n'est pas juste sur des lubies, elle est basée sur une réflexion assez longue qui vient de ADS, Airbus, et on sait très bien à peu près ce qu'on a à faire dans les 10 prochaines années, quoi. Moi, j'avais une petite question. Ah, pardon, vas-y, rebondis. Oui, non, j'ai vu la question là, qui concerne la discussion que j'ai eue avec le corporate là, sur la valorisation de pré-monnaie. En fait, ça n'a pas été très compliqué parce qu'effectivement, on s'appuyait sur la construction de notre ARR. Donc, en fait, le revenu récurrent qu'on avait sur le logiciel. Donc, bien sûr, ils ont épluché les chiffres qu'on annonçait. Donc, là, il y a eu de manière assez classique, quoi. Et après, les multiples, en gros, la discussion, elle était sur c'est quoi le multiple. Mais bon, là-dessus, il y a quand même beaucoup de littérature assez reconnue et tout ça. Donc, ça s'est joué. Enfin, la marge de négo était assez faible. Hein. Donc, il y a une petite négo, mais franchement, on pensait au départ que ça allait être beaucoup plus sévère. Mais je pense que c'est dû au fait que le corporate, contrairement à un Visti bancaire, enfin moi c'est comme ça que je l'ai vu, ils ne sont pas du tout dans une projection d'un multiple qu'ils vont faire de leur investissement et ils ne le voient pas comme ça. Donc ils ne se disent pas, je vais mettre 2 pour en récupérer 10. Ils ne réfléchissent pas vraiment dans une stratégie de multiple de sortie. Et donc c'est pour ça que j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu moins, ils se disent qu'ils veulent faire une bonne affaire, mais ce n'est pas non plus dans une logique de rendement ou d'un KPI qu'ils vont avoir par la suite, quoi. Enfin, je pense que c'est moins fort chez eux, quoi.
Merci. En fait, je pense, Isabelle, toi qui as bossé beaucoup sur le corporate venture, je pense que redonner la parole totalement pour les mois et années qui viennent sur comment investir, sur quel rendement, ça doit partir, c'est obligatoire des entrepreneurs et pas des fonds. En fait, il faut inverser totalement ça. C'est obligatoire maintenant parce que c'est les doueurs. Et donc, on a trop, même la façon dont on le fait, à dire, mais les VC attendent ça, t'as pas fait ça comme un VC attend. Ben, là, aujourd'hui, il faudra juste dire, les entrepreneurs qui ont fait ça attendent. Moi, je trouve très intéressant qu'Hugo dise, ben, le corporate venture, ça me convient, à condition que je négocie qu'ils ne vont pas, et de dire, il y a certains corporates qui ne sont pas juste sur les attentes de multiples, ça rechange un petit peu les choses qu'on avait en tête et qui étaient devenues un peu des mantras et qui ne conviennent plus. Ça, c'est un sujet qu'on a abordé en fait en 2017 avec Orange. On a travaillé cette étude sur le corporate venture vue par les entrepreneurs. On avait à l'époque rencontré et interviewé 25 entreprises. Cette étude est encore disponible sur le site de France Invest et disponible, voilà, on a encore un lien sur le site sur cette étude. Ça peut être l'occasion de mettre à jour, ça pourrait être une piste, mais hier, du webinaire qu'on a fait hier, on comprend que les intervenants sont différents. Certes, là, aujourd'hui, on a deux réalités de corporate venture et d'investissement en corporate. On évoquait hier aussi les club deals, pas forcément juste des business angels, mais d'autres structures d'investissement. Des family office. Ça peut être l'occasion de sortir du pur corporate venture et de voir quelles sont les différentes alternatives. Donc ça, c'est un travail qu'on peut aborder. On vous demande de remonter tout ce qu'on a dit, parce que hier, on a beaucoup parlé il faut qu'on s'y mette, parce que le fléchage de l'épargne française, c'est toujours sur la table, ben, il est toujours temps d'imaginer. Il suffit qu'il y ait assez de cas à extrapoler pour imaginer les BSAR n'existaient pas il y a 4-5 ans. Voilà, donc des instruments à adapter, y compris avec de l'ingénierie de ce qui existe pour sortir de la sacro-sainte société de gestion AMF avec des attentes. Ça, comme vos deux cas représentent... ça serait vraiment bien qu'on ait l'histoire et que vous la travaillez justement avec votre communication pour que ça vous serve. Paul Midi a fait un beau rapport là-dessus. Hein. Le député Paul Midi a fait un beau rapport là-dessus sur pas mal d'idées. Et il y a un message, si jamais la vidéo est suivie par des politiques, decision makers, comme on dit, que je fais passer très souvent à Bruxelles, les corporate ventures, donc au niveau corporate, ils sont quand même gavés de fonds publics, que ce soit des fonds qui arrivent de Bruxelles, ce qu'on voit dans le Chips Act, ou du CIR, ou toute forme de support. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi l'État ou Bruxelles ne les force pas à réinvestir en fonds corporate rien que 5% de ce qui touche en fonds publics. On est d'accord. Je n'en dirai pas plus, j'ai passé le message. Non, si, il faut en dire. Ben, en fait, c'est pas des gros mots, c'est juste remonter les choses pour refaire des stats. Et déjà, si on retient que décorréler le besoin d'investissement des enabling tech aux grands sujets souverains, c'est déjà une aberration. Donc déjà, si on porte ce sujet qu'aujourd'hui, il y a des gaps dans les value chains importantes, souveraines, pour changer du gap d'étape d'investissement et revoir un peu l'ingénierie, comme tu disais, Philippe, il faut mettre l'argent au travail vite et non pas sur un temps trop long, ce qui vous fait perdre de la valeur et du temps, plus injecter cette com public-privé et géopolitique. Déjà, ces 3 points-là, il y a de quoi faire. Hein. Vous réinjectez rien que 10% des 50 milliards de Chips Act dans des fonds de corporate venture, ça ferait 5 milliards tirés dans les startups. Alors, France je pense qu'il faut faire des équivalents, les équivalents des family office, des équivalents d'entrepreneur office. Parce que le corporate, on pourra toujours te dire, mais comment je le remonte fiscalement dans les résultats? Moi, je suis une boîte cotée. On peut re-rentrer dans une dynamique qui peut s'entendre. Et puis, c'est un COMEX, est-ce que c'est mes fonds propres? Mais en revanche, dire
au lieu de passer par la société de gestion classique dont l'intérêt est évidemment fiscal, moi je suis un LP, je mets de l'argent dans une société de gestion de fonds, quand je touche mes dividendes de sortie dans 5 ans, je ne paie pas d'impôt dessus. C'est pour ça que ça reste intéressant. Donc, juste créer un équivalent fiscal, mais dans une logique de family office, c'est-à-dire evergreen, généraliste, opportuniste, et ne pas dire je fais que des montants, juste ça. Ce qu'on disait hier, nous, on l'a fait sur la petite usine avec des amis, parce que c'est très petit, c'est juste du club deal. Il faudrait juste l'élargir avec des zéros à côté, et vous auriez trouvé, donc, on creuse cette idée des 5%, mais voir dans quel véhicule les passer. Ou 10%. Et on en parle à France 2030. Bon, bah, il est 16h30, ma chère Isabelle. Alors, je voulais juste, avant qu'on se quitte, faire un petit rappel de ce que l'on propose. C'est un extrait de ce que l'on fait dans le cadre du collège investisseur et chez Systématique et aussi chez quelques autres fonds. On anime des ateliers régulièrement sur le thème de la levée de fonds, outre les autres sujets vastes de Systématique et l'innovation dans les deep tech. Mais en particulier sur la levée de fonds, on a ce label iFrance qui nous permet de mettre en place un certain nombre d'ateliers. Philippe a assisté d'ailleurs à l'un d'eux l'année dernière sur la gestion avec les fonds, de la façon dont on approche en tant que dirigeant l'entrée d'un fonds, ou voire de plusieurs fonds dans ton cas, et donc avec un cabinet dédié sur l'accompagnement du dirigeant. Et ces ateliers sont des ateliers pas one-to-one, c'est one-to-many. On a un cycle en ce moment avec des séances qui sont dédiées pour nos sociétés qui sont dans le cadre de l'accompagnement iFrance, pas forcément labellisées, puisque la labellisation peut durer 1 mois jusqu'à 12 mois, et c'est un accompagnement dans le temps, donc régulièrement, sur la base de tous les 3 à 6 mois, on organise ces ateliers. Et donc, pour vous donner une idée, la semaine prochaine, on en a 3. Un sur la valorisation d'entreprise, qui est animé par une société de conseil dont la dirigeante est également business angel. On a un atelier sur les outils juridiques de la levée de fonds, animé par un cabinet d'avocats spécialisé en M&A et en private equity, et un dernier sur les secrets de communication. Et là, on en vient à vos points sur l'importance d'être dans les petits papiers, d'être vu par tous les stakeholders au moment de la levée de fonds. Et donc cet atelier notamment est animé par Didier Moret, qui est un des fondateurs d'un des fonds historiques du venture français créé dans les années 2000. Et donc, voilà, c'est des temps forts qui sont importants pour nos entrepreneurs, pour les faire grandir, sans se substituer à un leveur de fonds. On a les moyens, avec un certain nombre d'experts de la levée de fonds, d'accompagner les dirigeants sur leur levée, et aussi de répondre à des mains levées, parce que tout le monde n'a pas les mêmes besoins au même moment. Donc, avec Philippe, on a travaillé certains points sur l'approche régionale, mais voilà, il y a des sujets qu'on peut traiter selon les besoins des uns et des autres. Merci à tous pour vos interventions et pour l'apport, le partage de bonnes pratiques. Et surtout, essayons de travailler ensemble aussi sur les prochaines semaines sur un rendu écrit aussi. C'est un plaisir, vraiment. C'est un vrai plaisir. Et moi, ce qui me rend super optimiste, c'est que j'en vois de plus en plus. Voilà, c'est entre quinquas qui sont les vrais durs et qui sont en train de dire ce qu'il faut qu'on fasse après pour que ça bouge. C'est dans nos mains. C'est ce que tu disais, Philippe, sur la com. Si tu ne l'avais pas fait toi, tu serais encore chez SP, ou tu serais peut-être une start-up qui a peut-être levé quelques millions et qui passe 10 ans à raconter une histoire qui n'arrivera pas. Donc, moi, je veux que vous vous engagiez, parce que franchement, si on l'a fait, c'est pas juste pour refaire un webinar, parce que tout le monde n'a pas que ça à faire.
Et donc, il faut qu'on en sorte, moi je note ces points-là, qu'on fasse des ping-pong dessus et qu'on se casse pas la tête on se dit pas on va faire un white paper, sinon ça va prendre du temps. Prendre ChatGPT pour sortir un papier à partir de posts et on fédère un peu tout ça. C'est très en écho avec ce qu'on disait hier sur ces nouveaux instruments. Donc déjà, vous deux, vous avez des idées d'instruments qui remontent exactement de ce qu'il faut et on va le proposer. Et ça va être fait. Strauss-Kahn a bien fait les FCPI quand même. Ça lève 1 milliard par an et ça existe. Donc, ça existe encore. Donc, vraiment, merci. C'est super. Et on se dit que Hugo doit avoir les 20 millions dans les 18 mois qui viennent. Et puis, Philippe, 100 millions rapidement pour être tranquille. 50 non, allez. Oui, non, mais c'est plus que ça. Mais c'est du 9 chiffres dans tous les cas, ouais. C'est du 9 chiffres. Merci. Merci, Isa. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.